Naomi Adlier s'éveilla avant l'aube, bercée par le doux ronronnement de l'onduleur et l'aboiement lointain d'un chien. Cette heure calme de la gosse, qui ressemblait toujours à une prière, l'attendait déjà. Elle traversa le salon immaculé à pas feutrés, redressa un cadre légèrement incliné au mur l'une de ses photos de mariage avec Dolly et sourit distraitement à leur reflet dans le verre. Une promesse de joie et ce rire qui disait « Nous nous sommes choisis ». Elle fit bouillir l'eau, prépara les flocons d'avoine, trancha des poires et disposa un petit bouquet de tiges d'hibiscus dans un bocal près du plateau du petit déjeuner, car elle aimait les belles choses et Dolly la taquinait toujours en disant que sa petite romance donnait à la maison un air de vacances perpétuelles. Lorsqu'elle effleura son ventre, ce fut un geste instinctif et privé. Un bonjour silencieux à une vie qu'elle n'avait pas encore annoncée au monde. Une vie pour laquelle elle avait prié et qu'elle gardait désormais comme une aube secrète. Aucun soupçon, aucune ombre ne planait sur elle. Juste de la gratitude pour son mari, qu'elle considérait comme un cadeau emballé par le ciel. Dolly sortit de la chambre avec cette élégance désinvolte qu'il portait comme une seconde peau. Coupe nette, parfum qui évoquait à la fois le monde de l'entreprise et celui du gentleman. Un sourire facile qui incitait les huissiers de l'église à le saluer avec une chaleur particulière. Naomi était la première à rire de ses blagues, la première à remplir son assiette, la première à fermer son agbada et à enlisser les broderies. Et ce matin ne fit pas exception. Allô Aurémy, le taquina TL doucement. Il lui tapota le menton et répondit, Aurémy, tu vas être en retard pour la répétition de la chorale. Ils s'adonnèrent ensemble à leur petit rituel, les clés dans le bol en céramique près de la porte, la télécommande de la voiture au creux de sa paume, son foulard récupéré sur l'accoudoir d'un fauteuil, le tout aussi fluide qu'un hymne. Elle se fit une note mentale de lui annoncer la nouvelle ce dimanche, lors de l'action de grâce des couples, avec une enveloppe enrubannée contenant les résultats de l'échographie. Elle avait même répété un petit discours devant le miroir, plein de remerciements et de promesses enjouées. Si l'amour était une maison, Naomi croyait vivre dans une demeure dont les piliers étaient bénis. Sur le trajet de l'église, la lumière matinale rebondissait sur les enseignes des magasins et les klaxons des quais se disputaient avec des sirènes impatientes. La gosse faisait ce que la gosse fait toujours, se plaindre bruyamment tout en avançant. Naomi chantonnait des harmonies à mi-voix et Dolly tambourinait des doigts sur le volant. Lorsqu'ils se garèrent dans l'enceinte de l'église, elle lui prit la main. « Aujourd'hui sera magnifique, dit-elle. » Il acquiesça avec un petit regard lointain qu'elle interpréta comme du stress lié au travail. Elle lui serra à nouveau la main et son sourire revint, exercé et lumineux. Naomi ne possédait aucune antenne pour détecter la trahison. L'idée n'avait jamais loué le moindre coin de son esprit. Elle était une femme satisfaite par la chaleur d'une croyance non éprouvée, que la bonté, entretenue quotidiennement, se multiplierait sans épines. Dans cette confiance, elle flotta jusqu'à l'auditorium, ignorant que quelque part dans la ville, une femme mesurait du poison comme un tailleur mesure du tissu. La chambre sentait le nettoyant au citron et l'après-rasage. Rideau mi-clos, comme un secret qui feint la timidité. Selena Aluko regardait Dolly arpenter la moquette, son téléphone posé face contre table sur la table de chevet. Son front était barré d'une ride qui l'agaçait, car l'anxiété avait un air déloyal. « Je suis en retard pour une réunion, dit-il. » Et quand elle rétorqua, « Une réunion tous les jours. » « Est-ce moi, la réunion ?» Il tenta d'embrasser son front, mais elle se recula, le pouls brûlant, la bouche ferme. Elle avait fait le calcul de ce que son corps lui disait depuis des semaines, nausées, étourdissement, une sensibilité inhabituelle. Et la barre sur le test, 2 nuits plus tôt, avait scellé l'équation. « Je suis enceinte », lâcha-t-elle. Le mot atterrit entre eux comme une assiette lâchée qui, par miracle, ne se brise pas. Il résonna et résonna encore dans le silence. Elle étudia ses yeux, cherchant la joie rapide qu'elle avait imaginée jadis, avant que la réalité ne devienne un enchevêtrement de factures d'hôtel, de rencontres chuchotées et de promesses suspendues comme du linge humide qui ne sèche jamais tout à fait. Dolly s'assit, se leva, puis se rassit, un homme dont les compartiments bien rangés venaient d'être ouverts par une simple phrase. « Selena » commença-t-il. Elle détestait cette voix prudente qu'il utilisait pour escorter sa culpabilité hors de sa portée, comme si la culpabilité était un gentleman qu'il pouvait poliment éconduire. « Nous devons réfléchir. Je dois remettre de l'ordre dans les choses. » Elle rit sans joie. « Remettre de l'ordre dans quoi? Ton mariage? Ton image? Ou moi ?» Il regarda ses paumes comme si les réponses pouvaient y être écrites. Puis il tendit la main vers elle, plus doucement cette fois.
Je prendrai mes responsabilités, mais nous devons être sages. L'expression « prendre ses responsabilités » l'écorcha, cela ressemblait à de la distance vêtue d'un beau costume. Elle voulait plus que des responsabilités. Elle voulait une position, une reconnaissance. Le siège avant de cette vie dont elle occupait la banquette arrière depuis trop longtemps. Sous sa colère s'enroulait la peur, cette vieille peur familière de la gosse, le monde respecte les épouses, pas les femmes qui se tiennent aux côtés des hommes dans l'ombre des hôtels. Elle alla dans la salle de bain et fixa son visage dans le miroir, ossature fine, calculatrice, belle d'une manière qui avait toujours ouvert des portes. « Je ne serai pas rangée dans un placard », murmura-t-elle. Lorsqu'elle émergea, il boutonnait sa chemise, se glissant déjà dans la version de lui-même que Naomi adorait et que l'Église applaudissait. « Et ceci, dit-il soudain, se surprenant lui-même, les yeux vitreux au bord de la panique. « Laisse-moi réparer mon foyer. » La phrase déchira la retenue de Selena comme une averse sur un toit qui fuit. « Réparer » répéta-t-elle, la voix sourde. « Je ne suis pas une fissure dans ton mur, de lit. Je suis la maison où tu te faufiles sans cesse. » Elle le frôla, prit son sac à main et laissa une nouvelle pensée prendre racine, sauvage et terrible. Si l'épouse n'existait pas, tout le reste cesserait de résister. Au moment où la porte claqua derrière lui, la pensée avait éclos en quelque chose doté de crocs. L'appartement de Selena était arrangé comme un tableau de visualisation pour la victoire. Des lis frais sur la table, des factures empilées par date. Un post-it sur le réfrigérateur qui disait « Planifie, ne supplie pas ». Elle s'assit et ouvrit l'Instagram de Naomi. La douceur soigneusement mise en scène d'une femme qui croyait son monde bienveillant. Robe de corail, déjeuner de plantain rôti. Des selfies inondés de soleil engelé avec des légendes sur la grâce. La jalousie ne couvrait pas ce que Selena ressentait. C'était plus proche de l'indignation. La fureur vertueuse d'une personne convaincue d'avoir mérité une chaise alors que quelqu'un d'autre refusait de se lever. Son téléphone vibra. De lit. Puis encore. Elle l'ignora. À la place, elle tapa « Quelle quantité de Morora » dans une barre de recherche, et l'algorithme, indifférent à la moralité, offrit des réponses avec une brusque indifférence. L'idée ne l'effrayait pas, elle la stabilisait, tirait un trait sous une saison de supplication. Elle pensait à sa grossesse comme à un drapeau qu'elle planterait sur une terre conquise. Un kiosque non peint, niché à l'écart d'une route animée. Une femme en t-shirt trop grand vendait des sachets de poudre promettant de tuer les choses qui rampaient, mâchonnaient et volaient. Selena posa des questions cliniques avec l'aisance d'une personne rapportant un mixeur défectueux. Combien, à quelle vitesse, quel goût, comment dissimuler? La femme haussa les épaules, rendit la monnaie, mit les sachets dans un sac en nylon noir. C'était transactionnel, ennuyeux, ce qui rendait la chose d'autant plus glaçante. Le mal, s'avérait-il, pouvait être aussi banal que d'acheter du pain. De retour dans sa voiture, Selena agrippa le nylon comme s'il s'agissait d'une réponse à une prière que Dieu avait déclinée. La ville enflait autour d'elle, les vendeurs ambulants tapant aux vitres, un receveur de bus maudissant l'air, un enfant endormi sur les genoux de sa mère et elle sentit un calme étrange s'étendre sur sa peau. Elle avait été la femme qui attend, l'explication, l'arrière-pensée. C'était désormais un projet, propre, exécutable, final. Ce soir-là, elle passa au peigne fin les annonces de l'église, les groupes de discussion, le bulletin que Naomi avait reposté, assemblant la structure de l'action de grâce des couples. Horaire, plan de table, rafraîchissement, huissier, bénévole. Elle vit l'ouverture immédiatement, un événement public avec un coin privé, où les mains passaient des coupes sans suspicion. Elle n'entrerait pas en tant que membre. Elle porterait le tablier du service, se fondrait dans la marée des gens utiles que personne ne mémorise. Dans sa tête, elle répéta de petits mouvements, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, une serviette redressée ici, un verre ajusté là, une pincée de poudre dissimulée par une épaule tournée. La simplicité du plan l'excitait. La chorale chanterait par-dessus le plus doux des meurtres. Elle posa une paume sur son ventre et promit à l'onde sous sa peau un avenir avec un père non partagé. Quelque part, Naomi fredonnait un hymne qu'elle aimait, et Selena choisit silencieusement le jour où il mourrait dans sa bouche. Naomi disposa les tenues sur le lit comme des offrandes. Son bleu ciel, une bouteille aux broderies champagne. Sa dentelle Hiro et Booba avec un gelé qui accrochait la lumière comme une bénédiction. Elle repassa chaque pièce avec une douce concentration, la vapeur sifflant comme si elle était heureuse de servir. Entre les tâches, elle portait son secret comme un verre d'eau en équilibre sur sa tête, gracieuse,
prudente, fière. Devant le miroir, elle répéta ses répliques pour l'enveloppe où dormait l'échographie. Toi et moi sommes sur le point de devenir trois. Puis elle tenta une petite blague sur le fait qu'il devrait assembler un berceau comme il assemblait une stratégie de bureau. Elle imagina même les yeux du pasteur Thémadéo s'illuminer lorsqu'il s'avancerait pour rendre grâce, et qu'elle poserait la main de son mari, juste un instant, sur le plat de son ventre. Ce n'était pas de la naïveté, c'était de la confiance. Une femme dont les prières ont enfin pris cher n'a aucune raison de scruter l'horizon à la recherche de l'eau. Deli était distrait. Oui, mais Naomi attribuait cela aux tableurs et aux échéances, pas à la trahison. Lorsqu'il s'attarda près de la fenêtre plus longtemps que d'habitude, elle s'approcha par derrière et passa ses bras autour de sa taille. « Tu penses trop fort » murmura-t-elle. Il gloussa et embrassa son poignet, et elle classa ce moment sous la preuve que l'amour demeure. Elle envoya une note vocale à Zénab de la chorale, « Garde une place près du devant, je veux surprendre mon mari avec quelque chose de merveilleux après le service », et ajouta une suite d'émojis qu'elle utilisait rarement car la joie la rendait légèrement espiègle. Dans la cuisine, elle emballa de petits gâteaux pour la table d'accueil, des tranches de bananes avec des flocons de noix de coco, et étiqueta le contenant pour l'action de grâce des couples, Naomia. Cela l'enchantait d'imaginer de lui prendre une bouchée et deviner correctement qu'elle l'avait faite, un jeu auquel il jouait souvent, ce repérage des mains de l'autre dans les choses délicieuses. Cette nuit-là, quand la respiration de Deli s'égalisa enfin dans le sommeil, Naomi resta éveillée et compta ses bénédictions avec le sérieux d'un banquier comptant de l'argent, un toit, la santé, le rire, un homme en qui elle avait confiance, un avenir dont Dieu lui-même avait esquissé les contours. Elle pensa aux femmes qui attendaient et attendaient encore, et décida d'être leur élève, pas leur juge. Elle envoya une prière pour elles aussi, un petit vent portant leur nom vers un ciel qu'elle croyait à l'écoute. Avant l'aube, elle plaça l'enveloppe blanche dans son sac à main, entre son poudrier et un paquet de mouchoirs doux, et l'embrassa comme un talisman. Elle n'avait aucun ennemi dans son récit. La vie, pour elle, était réglée pour aller crescendo vers la célébration. Si une fissure existait quelque part, Naomi ne l'avait ni vue ni sentie. Elle s'endormit enfin, souriante, ignorante de la poudre dans un sac en nylon quelque part dans la ville, rêvant d'un dimanche qui exigerait un tout autre genre de force. La cour de l'église bourdonnait d'une gentillesse résolue, les huissiers répétaient des signaux manuels, les sœurs de l'hospitalité nouaient des foulards assortis, un jeune homme ajustait les pieds de micro du groupe, l'arche de ballon se dégonflait obstinément et était ranimée par les rires de l'équipe. Selena arriva tôt, anonyme dans une simple robe en coton et le tablier de bénévole que lui avait tendu un coordinateur surmené, supposant qu'elle appartenait à l'unité de quelqu'un d'autre. Elle dit « Bonjour, ma » avec la juste douceur, récupéra des caisses dans un coffre, porta des plateaux avec une économie de mouvement efficace qui la fit se fondre dans la grande serviabilité chorégraphiée des événements d'église. Elle noua le foulard de bénévole, épingla un badge au nom de SA, et exerça son sourire neutre dans le reflet de la porte du réfrigérateur. Personne ne la regarda deux fois, la compétence est un camouflage. À l'intérieur de la salle, l'équipe d'accueil prépara chaque table de couple avec 2 verres élégants de Zobo, assez froids pour perler de condensation sur les côtés, un éventail de serviettes entre eux, et une petite assiette de puff-puff disposée comme des pièces de monnaie. Selena regarda le motif se former et s'y faufila, aidant avec ce genre d'attention qui gagne rapidement la confiance. Décale ce plateau juste un peu. Merci. Laisse-moi t'aider à équilibrer ça. Cette rangée est complète. Je vais vérifier la suivante. Lorsque le coordinateur envoya des gens chercher plus de serviettes, Selena dériva vers la rangée où Naomi et Deli s'asseyaient habituellement. Le groupe avant droit, favorisé par les familles de la chorale. Elle étudia les angles morts, comment un corps se tournant pour saluer pouvait masquer un petit mouvement de poignet, comment un bénévole s'écartant pouvait bloquer une ligne de mire pendant 2 secondes, comment l'ajustement d'une serviette pouvait devenir une diversion. Son pour ralenti. Les bons plans rendent le cœur stable. Elle ouvrit le nylon noir dans l'intimité du coin de stockage, déversa une mesure dans un mouchoir plié, et le glissa dans la poche intérieure du tablier. Puis elle retourna dans l'allée en portant l'innocence comme un plateau. La chorale commença à s'échauffer avec un hymne qui pressait de la douceur dans l'air. Naomi n'était pas encore arrivée. Ce serait pour bientôt, après avoir vérifié quelque chose de mineur dans la sacristie et souri à des amis dans le foyer. Selena atteignit la table cible, une paume ancrant l'éventail de serviettes comme pour centrer la décoration, l'autre main rapide et exacte, bord du mouchoir, pincée, inclinaison, tourbillon, dissolution, puis un léger remous du verre comme pour aligner les couverts, puis son corps tournant, son pied avançant, son visage neutre,
son rythme mesuré. La poudre disparut dans une rougeur destinée à célébrer l'amour. Elle ne s'attarda pas. Elle continua comme un fantôme, ajustant une cuillère ici, hochant la tête là, une servante modèle. À l'entrée, les portes s'ouvrirent plus grand pour accueillir un couple qui semblait taillé l'un pour l'autre. L'épouse rayonnait du calme d'un secret qu'elle avait l'intention de partager. Selena ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Le verre attendait. Le destin avait été dressé comme une table. Le pasteur Temadeo se tenait dans un coin de la sacristie, regardant la chorale s'assembler comme des pétales autour d'une tige, les murmures des répétitions de dernière minute glissant le long des murs. Il avait appris à faire confiance aux petits avertissements qui frôlaient parfois son esprit comme le dos d'une main passant sur un visage, léger, presque négligeable, mais réel. Aujourd'hui, cela venait comme une pression derrière ses yeux et une soudaine netteté dans le silence de la pièce, comme si quelque chose d'invisible était entré avec une intention. Il ne dit rien pour alarmer qui que ce soit. Il inclina simplement la tête et pria une prière demandant l'exposition, demandant que Dieu fasse trébucher la malice sur ses propres pieds. Lorsqu'il leva les yeux, il vit Naomi dans l'encadrement de la porte, sourire doux, je l'ai posé comme un lever de soleil, et il sentit l'avertissement s'éloigner d'elle pour se diriger vers la salle où les couples attendaient. Naomi entra pour le saluer, tout en clarté et en aisance, et il la bénit sans interroger sa joie. « Que ce jour t'annonce, dit-il. » Elle rit légèrement, promettant de garder la graine de cette phrase dans sa poche pour plus tard. Elle s'élança pour trouver Zénab, pour vérifier un problème mineur de microphone, pour envoyer une note vocale à sa jeune cousine qui demandait sans cesse des photos de la SOEB, et passa devant sa montre avec la petite douleur d'un père qui ne peut dire à un enfant que la route devant lui comporte un virage. Il envisagea d'appeler le chef des huissiers pour revérifier les sièges, puis rejeta l'idée comme une agitation inutile. Au lieu de cela, il marcha vers le sanctuaire, laissant ses yeux dessiner une carte, entrée, table de couple au premier rang, boisson scintillant sous la lumière, bénévole bougeant avec une chorégraphie familière du devoir. Selena, dans son tablier et son foulard, passa à quelques pas de lui. La posture du service drapée proprement sur son corps. Leurs yeux ne se rencontrèrent pas. Elle avait répété la discipline de regarder au-delà de l'autorité sans sembler l'éviter. Le pasteur Temadeo s'arrêta, se tourna comme pour dire quelque chose à personne en particulier, puis décida de le dire à Dieu à la place. « Quiconque est venu ici avec une flèche, murmura-t-il, que sa main soit maladroite. » À travers la salle, deux verres se tenaient sur une table comme une paire d'yeux rouges feignant d'être inoffensifs. Naomi, sans se presser et rayonnante, n'avait pas encore pris place. Le jour avançait, comme le font les jours, parfaitement ignorant de la sentence qui attendait d'être prononcée en son sein. Le sanctuaire se déploya en chansons, le genre d'hymne corsé qui fait respirer toute une salle au même rythme. Les couples se glissèrent à leur place par deux, doigts se touchant, épaules s'appuyant, petits sourires secrets passant comme des billets entre eux. Naomi trouva Zénab et chuchota quelque chose qui lui valut un regard en coin espiègle. Puis elle se dirigea vers le groupe de tables avant-droit, où elle et Deli s'asseyaient souvent, posant son sac à main avec le soin révérencieux d'une femme qui garde des choses sacrées. Deli arriva quelques instants plus tard dans son agbada bleu ciel, chaque point annonçant l'intention. Lorsqu'il croisa le regard de Naomi, il essaya d'afficher de l'aisance, et elle la reçut comme une vérité car son cœur n'avait jamais appris à analyser la performance. Les verres de Zobo, perlés de froid, prélassaient sur la table avec un éclat innocent. Selena flottait au bord de l'allée comme le font les bénévoles compétents, utiles sans s'imposer, présentes sans jouer un rôle. Elle gardait son visage figé dans une neutralité plaisante. Le masque exercé de quelqu'un qui avait réalisé depuis longtemps que l'attention est une monnaie et l'anonymat une richesse quand on a l'intention de dépenser quelque chose de plus sombre. Elle regarda Naomi s'installer sur la chaise et toucher brièvement son ventre en s'asseyant. Le geste traversa l'esprit de Selena et s'éteignit, repoussée par la fin d'achever le projet qu'elle avait bâti pour remplacer son impuissance. Sa paume frôla la poche du tablier, sentant le pli d'un mouchoir qu'elle avait déjà utilisé, désormais aplati et inoffensif. Le poison était déjà dans le verre, attendant. Le pasteur Temadeo prit le microphone pour un bref accueil, partageant une courte et chaleureuse exhortation sur l'amour qui endure les tempêtes et rentre à la maison plus fort. Les yeux de Naomi s'adoucirent en écoutant, pensant à ce qu'elle dirait à Deli plus tard. L'enveloppe qui deviendrait leur murmure partagé se transformerait en témoignage public dans quelques mois. Elle tendit la main vers son verre de Zobo, puis s'arrêta et le poussa vers Deli avec un petit sourire espiègle. « Prends le mien, chérie. Le tien a l'air d'avoir besoin de plus de glace, dit-elle,
notant une infime différence que seule une épouse remarquerait. Deli, saisissant les mots mais manquant leur signification, leva le verre avec la distraction d'un homme dont l'esprit jongle avec des changements sur lesquels des vies entières basculent. Selena, debout s'y rend derrière et légèrement sur la gauche, sentit quelque chose de froid se dévider en elle. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait mis en scène ce moment dans sa tête. Le temps d'un battement de cœur, elle envisagea le mouvement, bondir en avant, faire tomber le verre de sa main, inventer une chute maladroite pour effacer une maladresse plus mortelle. Mais l'entraînement de la survie la maintint immobile. Le mouvement invite l'examen. Le bruit attire les yeux. Elle resta une statue dans un tablier. Regardant l'avenir s'effondrer dans le présent, comme une tente dont on a doucement retiré les piquets. L'hymne se termina. Des applaudissements se dispersèrent légèrement. Une blague du maître de cérémonie réchauffa la salle. Naomi toucha le bras de Deli, chuchotant une bêtise sur les puff-puff disparaissant plus vite à l'église qu'au fait. Et il faillit sourire. Puis son visage s'assombrit, une ligne se dessina entre ses sourcils, et il déglutit difficilement, comme s'il essayait de convaincre sa gorge d'accepter une gorgée ordinaire. La première vague arriva comme un bégaiement dans son corps, petite, ignorable. La façon dont une personne pourrait tressaillir à une pensée soudaine point et la deuxième vague frappa plus profondément, rampant le long de ses nerfs pour remonter avec des dents acérées. Il cligna des yeux rapidement, une main allant vers sa poitrine, puis vers le bord de la table, puis vers l'air, cherchant une prise dans une pièce qui soudain n'en avait plus. La tête de Naomi se tourna vers lui dans un mouvement qui commença par une inquiétude taquine et se transforma rapidement en peur. « Deli » dit-elle, et les syllabes tombèrent sans réponse. Des chaises raclèrent le sol. Quelqu'un rit de quelque chose sans rapport à quelques tables de là, un son horriblement discordant avec l'instant. La mâchoire de Selena se serra si fort qu'elle crut entendre une dent se fissurer. Ce qu'elle avait invoqué était venu dévorer la mauvaise personne, et il n'y avait aucune phrase qu'elle pouvait prononcer maintenant pour le rappeler. Le corps ne demande pas la permission pour déclarer une urgence. Les yeux de Deli s'écarquillèrent, puis roulèrent dans leurs orbites. Sa chaise glissa en arrière et bascula avec un fracas qui hacha le bruit de la salle en panique. Naomi bondit sur ses pieds, ses mains essayant de rattraper une chute trop lourde pour être arrêtée, appelant son nom avec une voix aiguë qui tirailla le cœur des étrangers comme une corde. Les placiers convergèrent, le chef de la sécurité déjà au téléphone, quelqu'un criant « Espace ». Donnez-lui de l'espace, alors que tout le monde se rapprochait instinctivement. Le pasteur Temadeo descendit de l'estrade, sa voix stable même si son pouce emballait, et s'agenouilla d'un côté, priant à voix basse et ordonnant au médecin le plus proche de dégager la table. Le verre, vide, inoffensif maintenant, gisait sur le côté. La tache rouge sur la nappe blanche s'épanouissait comme une fleur cruelle. Naomi berçait la tête de Deli sur ses genoux, son pagne s'assombrissant de condensation et de liquide renversé. Ses mains cherchaient où le stabiliser les épaules, joues, poitrine et ne trouvaient que le tremblement d'un moteur en train de se disloquer. « Regarde-moi » supplia-t-elle, et pendant une seconde fugace et terrible, il le fit. Une excuse vacilla dans ses yeux, la déroutant, l'effrayant, brisant quelque chose qu'elle ne savait pas encore ne jamais pouvoir être réparée. « Ambulance » hurla quelqu'un. Le mot ricocha dans la salle et revint comme un cœur d'appel téléphonique. Zaina apparut à l'épaule de Naomi, sa voix une prière et un cri fusionnés en un seul. Sa paume sur le dos de Naomi, comme si une colonne vertébrale pouvait être empruntée. Zaina se tenait figée dans une poche d'ombre, projetée par un pilier, les mains jointes comme une bénévole pieuse attendant des instructions. À l'intérieur, tout n'était que neige et friture. Elle regardait les hommes soulever des lits, regardait Naomi trébucher et se jeter en avant pour garder une main sur lui, regardait l'allée devenir un tunnel qui les aspirait vers un jour qui avait été lumineux et qui ressemblait maintenant à la mauvaise réponse à une question que personne n'avait posée. Elle pensa à l'enfant en elle et l'arithmétique devint monstrueuse. Le père parti, l'épouse toujours là, le plan perverti en une plaie qui saignerait toujours. Pendant une minute entière, elle envisagea la confession et l'image absurde de marcher vers le pasteur, d'enlever son tablier, de livrer son nom comme une arme rendue, mais la survie arrive plus fort que la conscience quand elle a été nourrie longtemps. Elle déglutit, figea son visage et se déplaça pour empiler des assiettes sur une table d'appoint. La chorégraphie du service la sauvant du mouvement honnête de l'effondrement. L'intérieur de l'ambulance sentait l'antiseptique et l'urgence. Naomi voyageait accroupie et tremblante, une main agrippant une barre métallique, l'autre piégée dans la paume de Deli, chuchotant son nom comme une litanie qui pourrait le rappeler du bord du gouffre. Un ambulancier parlait un anglais haché, par fragments calmes.
Madame, s'il vous plaît, laissez-nous. Et le déclic plastique des défibrillateurs marquait le temps avec l'effroi comme un métronome. Elle essayait de prier, mais les mots ne cessaient de se briser en pleurs. Alors elle laissa les pleurs être sa prière et croisa les yeux de délice chaque fois qu'ils s'ouvraient en papillonnant. « Reste, dit-elle. » Et dans un coin reculé de sa conscience défaillante, il voulait tout lui dire. Qu'il avait eu l'intention de la choisir pleinement à nouveau. Qu'il avait voulu briser une chaîne qu'il avait fait passer pour un collier. Que l'excuse dans sa bouche avait le poids d'un mariage et la forme d'un homme qui apprenait trop tard quelle route menait à la maison. À l'hôpital, les couloirs avalaient le son à la manière des lieux construits pour abriter les urgences. Une infirmière prit Naomi par le coude, l'assit, demanda des détails simples qui semblaient obscènes dans leur banalité. Des allergies? Des antécédents médicaux? Et Naomi répondait en pilote automatique, la voix précise, le regard fixé sur le rectangle de la porte du bloc opératoire comme si le fixer assez fort pouvait l'ouvrir. Zena arriva, essoufflée et féroce, prit le relais des appels téléphoniques que les doigts de Naomi ne pouvaient plus gérer, et chuchota le genre de phrase qui était une personne en chute libre. « Tu n'es pas seul. Je suis là. Respire. Assieds-toi bien droite. Oui, juste comme ça. » Dans les pauses, quelque chose roulait à travers le corps de Naomi, une nausée, un vertige soudain, et elle pressa une main sur son ventre. Un réflexe protecteur que son esprit n'avait pas le luxe d'interpréter. Quand un médecin émergea finalement, le visage professionnel de cette manière qui avertit avant même que la bouche ne parle, Naomi se leva avant d'entendre les mots, comme si ses os savaient déjà ce que le langage allait leur faire. « Madame. Nous sommes désolés. » La phrase avait de nombreuses cousines. Nous avons essayé. C'était soudain. Nous avons tout fait. Et chacune pénétra en Naomi comme la pluie à travers un toit déchiré. Elle s'effondra sur son siège et découvrit que le monde ne devient pas silencieux quand le chagrin arrive. Il continue de bourdonner de bruits de pas, de papier et de lumière fluorescente, cruellement normale. Zena s'enroula autour d'elle et Naomi sanglota dans un tissu qui sentait la poudre, l'église et l'amitié. Quand les sanglots l'eurent vidé, un tremblement plus petit commença dans son ventre, et une infirmière qui connaissait ce regard se précipita. Quelques minutes plus tard, dans une salle d'examen calme, un autre médecin écouta et trouva un battement de cœur qui galopait comme un animal timide. « Votre bébé est stable, dit-elle doucement. » Naomi ferma les yeux et toucha l'enveloppe dans son sac qu'elle n'avait pas ouverte de toute la journée. L'amour et la mort s'étaient tenus la main en l'espace d'une heure et l'avaient laissée portant les deux. Elle inspira une longue fois, et quelque chose en elle durcit comme du béton. Pas le pardon, pas encore, pas même la compréhension. Juste le vœu que la main, quelle qu'elle soit, qui avait poussé leur journée dans la tombe ne connaîtrait pas le repos tant qu'elle respirerait. Les couloirs de l'hôpital s'assombrirent vers le soir, et Naomi s'assit sur un banc étroit, les deux paumes pressées à plat contre ses genoux, comme pour se stabiliser contre un monde qui continuait de basculer. Le médecin lui avait parlé 2 fois depuis la mort de Dolly, une fois cliniquement, une fois tendrement, et chaque fois Naomi répondit poliment, car le chagrin l'avait entraîné en quelques heures à porter la dignité comme une armure. Mais quelque chose de nouveau avait rejoint le chagrin, s'enroulant bas dans son ventre comme un défi chuchoté. Qui a fait ça? La soudaineté du déclin de Dolly n'était pas naturelle. Elle avait vu des gens forts s'évanouir, paniquer, hyperventiler, mais ce dont elle avait été témoin à l'église était un corps traîné sous une marée. Un détective s'approcha doucement, se présentant comme l'inspecteur Ojo, un homme au visage calme avec des notes glissées dans un petit carnet en cuir. « Madame, nous devons poser quelques questions, dit-il. Naomi hocha la tête, la voix petite mais claire. « Demandez. » Le ton de l'inspecteur n'était pas cruel, mais il commença par l'évidence. Était-il malade? S'était-il plaint? Une réaction alimentaire par le passé? Naomi répondit à chaque question patiemment, avec la grâce de quelqu'un qui croyait que la vérité respecterait sa sincérité. Quand il demanda si quelqu'un aurait pu altérer la boisson de Dolly, les yeux de Naomi vacillèrent, non pas parce qu'elle savait, mais parce qu'elle revit le verre innocent glisser sur la table. Sa voix trembla à peine. J'ai poussé le mien vers lui. Je pensais que le sien semblait chaud. L'inspecteur griffonna, puis s'arrêta, étudiant son visage comme s'il cherchait des fissures, de la culpabilité, des secrets. Mais l'innocence de Naomi était si pure qu'elle semblait presque violente. Nous allons examiner les images de l'église, dit-il. Y avait-il des inconnus près de votre table? Naomi réfléchit brièvement, puis secoua la tête.
C'est l'église, chuchota TL. Tout le monde semblait familier. Zena revint avec de l'eau et un châle, enveloppant Naomi comme une sœur. Quand l'inspecteur s'écarta pour passer des appels, Naomi se recula et laissa les larmes monter à nouveau, plus douces cette fois. Moins de chaos, plus de promesses. Sa main dériva vers son ventre encore, une protection instinctive. « Mon bébé, murmura-t-elle, tu connaîtras la vérité sur ton père, et tu ne seras pas élevé dans le mensonge. » Une infirmière passa, un visage inconnu, offrant de la sympathie dans le langage universel des femmes qui ont vu l'amour se briser soudainement. Naomi ne soupçonnait pas l'infidélité, pas encore. Elle n'imaginait pas une autre femme rôdant aux marges de son mariage, complotant, calculant. Tout ce qu'elle savait, c'était ceci, quelqu'un avait touché à ce qui lui appartenait, et Dieu ne permettrait pas que ce vol perdure. Elle se redressa, la mâchoire se serrant. Le chagrin était venu en premier. La colère arrivait. Le lendemain matin, le personnel de l'église se rassembla autour d'une petite télévision de bureau où les images de vidéosurveillance défilaient, image par image, sous la supervision de l'inspecteur Ojo. Le pasteur Temadeo se tenait les bras croisés, sa mâchoire tendue trahissant son calme pastoral. Rembobiné, dit Ojo, et les mouvements des bénévoles se répétèrent, un flot de tabliers, de foulards et de plateaux. Puis la scène devint nette, une femme de dos, se penchant légèrement au-dessus de la table de Naomi et d'Oli. Une main frôlant une serviette, l'épaule inclinée, suspicieusement. Pause. Zoom. Son foulard glissa légèrement alors qu'elle se détournait et, dans cette fraction de seconde de profil, le souffle du pasteur Temadeo se coupa, non par reconnaissance d'une fidèle, mais par la reconnaissance d'un mauvais esprit. « Qui est-ce » chuchota quelqu'un. Personne ne répondit. Elle n'était d'aucune unité. Elle n'appartenait à aucun groupe. Dans une autre coupure d'image, une deuxième caméra capta un angle plus clair. Ojo fit pause et étudia l'expression « neutre », trop entraînée. « Ce n'est pas une personne ordinaire », murmura-t-il. « Ce n'est pas de la panique. C'est de la planification. » Le pasteur Temadeo ferma les yeux brièvement, et une écriture sainte passa ses lèvres spontanément, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voix de la mort. Il appela doucement Naomi, lui demandant de venir au bureau de l'église. Naomi arriva vêtue d'un grand pagne noir et d'un chemisier simple. Ses cheveux découverts, le visage à vif, pas de coiffe gelée, pas de composition, juste un cœur brisé et un feu tranquille. Quand elle entra, tout le monde se tint un peu plus droit, comme si le deuil lui avait conféré de l'autorité. L'inspecteur joua le clip pour elle. Naomi regarda silencieusement au début, se penchant en avant comme une étudiante lisant une feuille de réponse. Au moment où le visage de Selena apparut, Naomi cligna des yeux, confuse. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Sa voix ne contenait aucun soupçon. Seulement une innocence désemparée qui piqua tous ceux qui écoutaient. « Elle n'était pas censée servir ici » dit le pasteur Temadeo, la voix basse. L'inspecteur se tourna vers Naomi. « Madame. Nous pensons qu'elle a altéré votre boisson. » Naomi fixa l'écran à nouveau. « Ma boisson. » Elle se souvint avoir poussé sa tasse vers Dolly. La pièce sembla soudain plus petite. Elle inspira brusquement, quelque chose de froid remontant le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas une tragédie aléatoire. Quelqu'un l'avait marqué. Quelqu'un était entré dans un lieu saint pour mettre fin à sa vie. « Trouvez-la » dit Naomi calmement. Pas de pitié. Pas de délai. La douceur dans son cœur ne s'évapora pas. Elle durcit en quelque chose de plus tranchant. Naomi rentra chez elle cet après-midi-là, escortée par Zaneb et deux diaconesses qui ne pouvaient s'arrêter de pleurer en entrant dans son salon silencieux. Il ressemblait exactement à celui d'hier matin. Ses chaussures près de la console. Sa bouteille d'eau de Cologne près de la commode. Le petit livre de dévotion qu'il partageait ouvert sur la table centrale. Normal. Familier. Le monde de Dolly existait intact, pourtant il n'y respirerait plus jamais. Naomi traversa la maison lentement, touchant le dossier de sa chaise, le cadre de la photo de mariage. Le comptoir de la cuisine, où il la taquinait sur l'assaisonnement du poisson. Son esprit ne narrait pas des souvenirs. Il examinait des ruines. Et puis, dans la chambre, elle trouva son journal. Des choses innocentes, des notes de travail, des listes budgétaires, une écriture ici et là. Elle le pressa contre sa poitrine, expirant brusquement. Pas de soupçon,
pas encore. Juste la perte. Quand elle s'assit sur le bord du lit, son corps se brisa enfin. Elle ne cria pas, c'était pire. C'était un pleur lent et tremblant qui ressemblait au craquement d'un mur sous le poids. Zaneb s'agenouilla devant elle, les larmes coulant mais silencieuses, car ce n'était pas un moment pour les voix. Naomi pleura jusqu'à ce que ses yeux brûlent, jusqu'à ce que le son refuse de venir. Et puis elle essuya son visage, s'assit droite, plaça sa main sur son ventre et parla d'un ton qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. « Je ne laisserai pas mon mari mourir sans justice. Je n'avalerai pas la paix. Je ne me courberai pas. » La pièce changea autour d'elle non pas physiquement, mais spirituellement comme si l'air reconnaissait un vœu et s'immobilisait pour en être témoin. « Je la trouverai, » continua Naomi, la voix stable comme le fer. « Je la regarderai dans les yeux au tribunal. Je ne dormirai pas tant qu'elle ne sera pas derrière les barreaux. Elle est entrée dans la maison de Dieu pour me tuer. Elle a touché ma table. Elle voulait m'effacer. » Ces mots n'étaient pas de la rage. Ils étaient un serment. Zaneb hocha la tête lentement, peur et admiration se mélangeant. Naomi se leva et ouvrit l'armoire. À l'intérieur, les vêtements de Délie pendaient intacts. Elle toucha une manche et chuchota, « Tu te reposeras, Délie. Et moi, je me lèverai. » Il n'y avait pas de pardon ici. Pas de cliché chrétien doux. Naomi ne voulait pas la paix pour l'instant. Elle voulait la vérité. Et elle voulait la bataille. À l'autre bout de la ville, Selena était assise sur le bord de son lit, les cheveux ébouriffés, les mains tremblantes alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone. Le titre d'un blog venait d'être publié, « Tragédie dans une église d'Eulago, un homme meurt pendant le service d'action des grâces des couples. » Son souffle fut expulsé de sa poitrine. Elle fit défiler. Les commentaires affluaient. Une photo de Délie et Naomi de l'action de grâce de l'année dernière apparut. La légende disait, un fidèle éminent meurt subitement. Épouse inconsolable. Selena pressa le téléphone contre son front, tremblante, la sueur perlant dans son cou. Ce n'était pas le fantasme de triomphe qu'elle avait répété. Ce n'était pas elle prenant la place de Naomi. C'était la mort là où elle ne l'avait pas prévue. Elle chuchota, « Non. Non. Non », en agrippant son estomac. L'enfant en elle bougea, ignorant la ruine qui se formait à l'extérieur. Elle fit les 100 pas, agitée, les yeux hagards, les pensées en spirale. Devait-elle fuir? Se cacher? Prétendre l'innocence? Son plan, autrefois net et propre, ressemblait maintenant à un fruit pourri. Elle envoya un message vague à une amie, « J'ai fait une bêtise. » L'amie appela immédiatement. Selena ne décrocha pas. Le téléphone sonna à nouveau. Elle l'ignora. Le monde était trop bruyant. Puis vint un toc-toc, 2 coups secs sur la porte de son appartement. Elle se figea, le cœur battant la chamade. La voix d'un vigile appela, « Madame. Des policiers sont en bas et demandent les résidents. » Pas spécifiquement pour elle, mais son sang se changea en glace. Elle glissa le long du mur, respirant vite, se balançant légèrement. Le regret l'engorgeait, mais le regret ne ressuscite pas. Il ne fait que tourmenter. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un contact enregistré. Elle le connaissait par cœur, mais le craignait maintenant instinctivement. La sœur de Délie. Elle n'avait pas parlé à cette femme depuis des mois, mais le nom brûlait. Elle jeta le téléphone de côté et se leva, instable. Puis elle regarda son ventre dans le miroir. « Ton père est parti », chuchota-t-elle, et le son craqua comme du verre. Elle ne pleurait pas un partenaire. Elle pleurait la vie qu'elle voulait voler. Et sous sa panique, une autre peur rampait vers le haut, Naomi. Selena ne savait pas que Naomi était enceinte, mais elle sentait quelque chose de primal. Si Naomi survit à cette tempête, elle viendra chercher du sang. L'inspecteur Ojo arriva à l'immeuble de Selena l'après-midi suivant, avec 2 officiers et une confiance tranquille. Ils ne donnèrent pas l'assaut. Ils arrivèrent comme la vérité, calme, inévitable, patient. La sécurité de l'immeuble indiqua sa porte. Les officiers montèrent les escaliers, chaque pas lourd dans l'air. Selena entendit les pas avant le coup à la porte, et son souffle se suspendit comme un tissu accroché à un clou. On frappa 1 fois, 2 fois. « Mademoiselle Selena, » dit Ojo, « nous devons vous parler. » Silence. Selena pressa son dos contre le mur, les larmes recommençant.
Elle chuchota à son bébé, « Je fais ça pour nous », mais elle ne se croyait pas elle-même. Elle envoya une seule phrase à son unique frère à l'étranger, « Si quelque chose arrive, mon mot de passe est 7821. » Le coup vint à nouveau, plus ferme. Selena ouvrit la porte, le visage pâle, les yeux gonflés. Ojo l'étudia calmement. La reconnaissance vacilla dans ses yeux quand elle vit le logo de l'église sur son dossier. « Vous étiez là » chuchota T.L. « Oui » répondit-il. Elle déglutit difficilement. « Est-il vraiment ? Il est parti ?» Ses genoux faillirent céder. Elle s'accrocha au cadre pour se soutenir. « Et sa femme ? » « Elle est vivante » dit Ojo, observant sa réaction. Le souffle de Selena se coupa. Elle cligna des yeux rapidement. Comme si elle recalculait un monde qu'elle échouait à contrôler. « Nous avons besoin que vous veniez avec nous » continua Ojo. « Il y a des questions et des preuves dont nous devons discuter. » Selena ne se battit pas. Elle hocha simplement la tête et tendit les poignets à mi-chemin avant de réaliser qu'il n'avait pas demandé. Elle tremblait, non pas de l'approche de la justice, mais d'une terreur plus profonde. Naomi connaîtrait bientôt son nom. Et quand une épouse se lève avec un chagrin aiguisé en dessein, elle ne se lève pas doucement. Alors que les officiers l'escortaient dans les escaliers, Selena chuchota à nouveau à son ventre, « Tiens bon. » Mais dehors, Naomi se tenait près du fourgon de police, les yeux froids, le pagne serré, la posture inébranlable. Leurs regards se croisèrent. Naomi ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle dit seulement, d'une voix basse et stable. « Tu as touché à ma table. Dieu ne t'a pas laissé finir. » Selena tressaillit, non pas aux mots, mais à la certitude derrière eux. Naomi n'était pas juste en deuil. Naomi avait trouvé son champ de bataille. La salle d'interrogatoire de la police ressemblait à un réfrigérateur construit de soupçons. Murs blancs, chaises en acier, lumière crue. Selena était assise en tremblant, les mains pressées contre ses cuisses, essayant d'invoquer une innocence qu'il avait abandonnée depuis longtemps. L'inspecteur Ojo plaça des arrêts sur image de la vidéosurveillance devant elle, un par un. Elle ajustant la serviette, se penchant près des boissons, s'éloignant. Il ne cria pas. La vérité calme coupe plus profondément que la colère. Il ne s'attendait pas à ce que la boisson aille à lui, dit-il doucement. Selena s'étouffa avec son souffle, les yeux s'écarquillant et brillant de panique. Elle essaya d'expliquer, balbutiant des absurdités sur le fait de ranger la table. Mais la preuve était là devant elle, comme un miroir qu'elle ne pouvait plus éviter. « Qui était votre cible » insista Ojo. Silence. Elle se mordit la lèvre assez fort pour sentir le goût du sang. Son plan, autrefois tranchant, gisait maintenant en éclats. Naomi était assise dans la salle d'observation à côté du pasteur Temadeo, séparée par la barrière teintée, regardant l'interrogatoire se dérouler. Ses mains étaient croisées sur ses genoux, stables dans l'immobilité, mais ses doigts se recroquevillaient parfois comme s'ils pressaient l'air invisible. Elle n'était pas là pour le drame ou le spectacle. Elle voulait regarder le visage derrière sa douleur, sans filtre ni distance. La femme qu'elle voyait n'était pas un diable au sens monstrueux et dramatique. Selena semblait humaine, effrayée, désordonnée, brisée, et pourtant Naomi ne ressentait aucune pitié. Un serpent venimeux ne devient pas inoffensif parce qu'il tremble. Son bébé bougea légèrement, un battement qui ancra sa résolution. Le pasteur Temadeo chuchota, « La vengeance appartient à Dieu », mais la réponse de Naomi fut d'acier doux, et la justice marche à travers les tribunaux. La percée vint quand Selena chuchota de manière presque inaudible, « Je ne voulais pas le tuer. » C'était censé être elle. Les mots résonnèrent, laids, bruts, irréversibles. Ojo se pencha en avant lentement, comme pour lui laisser l'espace de se noyer dans ce qu'elle avait admis. Les yeux de Naomi se fermèrent une fois, non sous le choc, mais dans quelque chose de plus sombre, la confirmation. Son chagrin se calcifia en but. La mort de Dolly n'était pas un accident ou le destin. C'était un exercice de tir qui avait mal tourné. Elle plaça une main sur son abdomen dans un vœu silencieux. « Tu as essayé de tuer une mère » chuchota T.L. dans sa barbe. « Tu rencontreras chaque conséquence qu'un utérus peut témoigner. » Et quand Selena leva finalement les yeux vers la vitre, sentant quelqu'un observer, Naomi ne tressaillit pas ni ne se cacha. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le reflet et la distance, et dans cette fraction de seconde silencieuse, Selena comprit enfin. Naomi n'était pas brisée. Naomi se chargeait. 2 jours plus tard, dans le couloir du poste,
l'air épais de désinfectant et de murmures, Naomi passa devant une infirmière qui se tenait avec un dossier. « Nous devons effectuer des contrôles de routine », murmura doucement l'infirmière, « procédure policière pour les détenus. » Quand le test de grossesse de Selena revint positif, les officiers murmurèrent de surprise. La nouvelle se répandit dans le poste comme du kérosène renversé. Naomi sentit le poids de la révélation avant de l'entendre. Le changement d'atmosphère ressemblait à une tempête qui se préparait. Puis l'inspecteur Ojo l'appela à l'écart doucement. « Madame. La suspecte attend un enfant. » Naomi cligna des yeux, ne comprenant pas d'abord. Elle plaça sa paume sur son ventre instinctivement, espérant avoir mal entendu la réalité. Quand elle demanda d'une voix plate, « De qui ?», il n'y eut pas besoin de réponse. Le monde n'a pas besoin de preuves pour poignarder là où ça fait déjà mal. La respiration de Naomi devint superficielle, comme si la perte et la trahison la frappaient à nouveau dans les poumons. Elle n'était pas faible, juste momentanément étourdie par l'ampleur de la tromperie qu'elle n'avait jamais imaginé exister dans son mariage. Le chagrin avait été lourd. La trahison était du venin. Ses yeux brillèrent, mais elle ne pleura pas. Les larmes étaient pour l'amour. Ceci était la guerre. Selena, escortée vers l'unité médicale, leva les yeux et croisa à nouveau le regard froid de Naomi. Et cette fois, Selena chuchota en tremblant, « Je n'avais pas prévu qu'ils le boivent. » Les sourcils de Naomi se levèrent légèrement, presque curieux, pas sympathique. « Et la grossesse ?» demanda Naomi d'une voix calme comme une lame. Selena ne répondit pas, car certaines vérités n'ont pas besoin de langage pour piquer. Naomi s'approcha, sans toucher, sans crier, laissant juste la présence parler. « Tu portais la haine. Je portais l'espoir. Regarde où nous en sommes. » Les lèvres de Selena tremblèrent. La peur remplaçant la rage. Naomi chuchota, à peine audible, « Nous sommes toutes les deux mères. Mais une seule de nous tiendra son enfant hors des barreaux d'acier. » Puis elle se tourna et s'éloigna, l'échine droite comme un commandement. Derrière elle, un officier murmura, « Grossesse ou pas, tentative de meurtre, ce n'est pas une petite chose. » Même le pasteur Temadeo ne parla pas immédiatement. Il regarda simplement Naomi, reconnaissant une phase au-delà du réconfort ou de l'écriture sainte. Une femme trahie et portant la vie n'est pas une fleur. Elle est une tempête déguisée en dentelle. Les dépôts judiciaires furent préparés plus vite que les ragots ne se répandent à la gosse. Tentative de meurtre. Meurtre par conséquence. Préméditation dans un lieu de culte. Naomi était assise dans son salon, examinant les copies avec des yeux stables. Le ventre s'arrondissant sous le tissu lâche. Ses doigts traçant le cachet officiel comme s'il s'agissait d'une bénédiction. L'avocat de la famille, barbe grise, voix expérimentée, expliqua le chemin à suivre. Étape judiciaire, délai, à quoi s'attendre. Naomi écouta sans interruption. Absorbant tout comme un soldat mémorisant le terrain de bataille. Nous n'accepterons pas la libération sous caution, dit-elle simplement. L'avocat hocha la tête. Nous nous y opposerons agressivement. Zénab, Bible en main mais fureur au cœur, assise à proximité, murmurait, Dieu punit la méchanceté ouvertement. Un sentiment que Naomi ne corrigea ni ne répéta. Elle était au-delà des prières clichés. Elle priait en décision maintenant. Selena tenta un coup désespéré. Son avocat déposa une requête arguant que sa grossesse devrait lui accorder une libération temporaire. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de soins médicaux privés. Les lèvres de Naomi se courbèrent, non pas un sourire, mais une incrédulité aiguisée en mépris. Une femme qui a tenté un meurtre implorait maintenant la pitié à cause de la vie qu'elle portait. L'ironie sentait la fumée. La réponse de Naomi au document du tribunal fut courte et glaciale, elle a essayé de tuer une femme enceinte. Elle n'a pas considéré la pitié. Le tribunal ne le devrait pas non plus. Il n'y eut aucun tremblement dans ses traits de plume. Pas d'excuses, pas de parfum de pardon. La pitié était un fruit d'une autre saison. Celle-ci était la justice. Le pasteur Temadeo visita ce soir-là pour prier pour Naomi, mais la trouva en train de lire sur la jurisprudence à la place. Il posa doucement une main sur son épaule. « Ton cœur ne doit pas se gâter », avertit-il doucement. Naomi leva les yeux, fatiguée mais inébranlable. « Pasteur, mon cœur ne se gâte pas. Il apprend. » Après son départ, elle s'assit devant le miroir. Elle ne voyait pas une femme au foyer lésée.
Elle voyait une mère protégeant un héritage. Une veuve portant un double fardeau. Une guerrière refusant d'être une martyre. Tu m'as choisi ce jour-là, chuchota Théel à son enfant à naître. Maintenant, je nous choisis. Et quelque part à travers la ville, Séléna était assise dans une cellule agrippant son propre ventre, chuchotant des prières qui ressemblaient à de la peur, pas à de la foi. La salle d'audience était bondée. Membres de l'église, étrangers curieux, journalistes flairant le scandale. Et des observateurs silencieux qui affluent toujours là où la tragédie et la vérité luttent. Naomi entra dans un simple pagne et chemisier. Foulard subtil. Pas de maquillage, sauf la dignité. Chaque œil la suivait. Sa présence n'était pas dramatique. Elle était imposante dans le silence. Séléna entra quelques instants plus tard flanquée d'officiers. Poignets menottés légèrement, mais visiblement. Ventre petit mais visible. Un murmure parcourut la salle. Elle évita le regard de Naomi, mais Naomi ne détourna pas les yeux. Elle se tenait comme deux femmes sur une falaise. L'une poussait là. L'autre sautant volontairement. Et réalisant seulement maintenant qu'elle ne pouvait pas voler. L'accusation exposa les preuves. Images de vidéosurveillance. Liste de bénévoles montrant que Séléna n'était pas inscrite. Toxicologie confirmant le poison. Récit de témoins sur ses mouvements. Sa confession par fragments. L'avocat de Séléna tenta un levier émotionnel. Tenant son ventre subtilement. Rappelant au tribunal son état. Elle a des remords. Elle porte un enfant. L'expression du juge ne changea pas. La loi ne porte de sympathie que lorsque la justice a d'abord été satisfaite. L'avocat de Naomi se leva et parla sans théâtralité. L'accusé a tenté de tuer une femme enceinte. Le fait que le destin ait inversé le verre ne diminue pas l'intention. Des hoquets parcoururent la salle. Séléna baissa le visage, les larmes coulant. Regret épais mais inutile. Le juge écouta, insensible au théâtre, seulement à la vérité. Quand le verdict tomba, il fut ferme, insensible à la grossesse ou au regard pitoyable. Coupable de tentative de meurtre et d'homicide involontaire. Peine retardée seulement le temps d'assurer que l'observation médicale ne mettrait pas en danger son enfant à naître. Mais emprisonnement assuré. Naomi expira pas de soulagement, pas de victoire, une clôture. Elle ne dansait pas. Elle ne souriait pas. Elle plaça simplement sa main à nouveau sur son ventre. La justice n'était pas la joie. C'était le souffle. Alors que Séléna était escortée, elle chuchota en tremblant, « Naomi. S'il te plaît. Quand le bébé viendra. » Naomi ne s'arrêta pas de marcher. Ne se tourna pas. Ne s'adoucit pas. Elle dit seulement calmement et sans venin, « Tu élèveras les conséquences que tu as mises au monde. » Chaque femme dans la salle d'audience ressentit ces mots comme une gifle et un sermon tissés ensemble. Des semaines plus tard, Naomi se tenait sur son balcon au crépuscule, la main reposant doucement sur son ventre maintenant rond, regardant la ville respirer sous elle. Le bourdonnement des okadas, des enfants riant de l'autre côté de la rue. L'appel distant à la prière dérivant comme de l'encens. Son monde n'était pas restauré. Il avait été reconstruit autour de l'absence. Mais l'absence n'était plus le vide. C'était un monument. Elle ne feignait pas la force. Elle la vivait. Elle n'avait visité la tombe de Délie qu'une seule fois depuis l'enterrement, non pas parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce que le chagrin avait une place et qu'elle refusait de s'y noyer quotidiennement. Elle lui parla doucement ce jour-là. « Je porte la partie de toi qui n'a pas menti. » Et c'était suffisant. À l'intérieur, des vêtements de bébé pliés soigneusement, des photos d'échographie épinglées discrètement derrière le miroir de sa commode. Parfois, elle les touchait et se demandait si son enfant hériterait des fossettes de Délie ou de son sourire. Mais elle ne se demandait jamais si elle avait fait la bonne chose avec Séléna. La justice n'est pas remise en question par ceux qui ont affronté la mort et ont vécu. À l'autre bout de la ville, Séléna était allongée sur un mince matelas de prison, comptant les contractions et comptant les regrets, entourée de métal et de prières auxquelles elle ne croyait pas auparavant. Elle donnerait naissance à son enfant sous surveillance, pas sous bénédiction. Elle n'avait rien gagné. Elle n'avait rien volé. Et chaque nuit, elle rêvait d'une tasse qui basculait se réveillait en haletant. Naomi prépara du thé alors que la nuit s'installait. Quand elle bougeait comme quelqu'un qui avait survécu au feu et portait maintenant la flamme. Il y aurait des jours de douceur.
Oui, des rires de bébé, des berceuses, peut-être l'amour à nouveau un jour. Mais la douceur a ses conditions. Elle s'assit, sirota, parla doucement à son ventre. Tu as failli m'être volé. Mais nous nous battons dans cette famille. Dehors, les premières étoiles perçaient le ciel. Elle ne ressentait pas encore la paix. Et elle n'en avait pas besoin. Elle ressentait la puissance. Elle ressentait la promesse. Et dans le calme de son salon, Naomi comprit quelque chose que les femmes comme elle héritent à travers les générations, certaines blessures ne vous rendent pas sainte. Elles vous rendent inarrêtable.